Bonjour, bienvenue sur ce podcast. Je suis Salim Hamid, spécialiste en communication et je reçois pour vous sur ce podcast Madame Padé Firmin Set. Sur ce podcast, il est question de l'environnement juridique en matière des droits sexuels et reproductifs au Bénin. Nous avons la loi 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction qui a été modifiée par la loi 2021-12 du 20 décembre 2021 qui modifie et complète la loi 2003-404 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et reproductive au Bénin. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Et pourtant, d'autres disent que ce n'est pas le cas et que cette loi est prise et elle a un cadre juridique qui recadre l'application, sinon le recours à l'avortement sécurisé. C'est pourquoi nous sommes là pour échanger avec vous sur les questions relatives à l'environnement juridique en matière de santé sexuelle et reproductive au Bénin. Une fois encore, Madame Padé, soyez la bienvenue sur ce podcast. Bonjour, merci. Vous êtes juriste expert en droit de la personne et de la démocratie. Vous êtes également spécialiste des questions relatives aux droits sexuels et santé reproductive. Dans un passé très récent, si je peux m'exprimer en ces termes, vous étiez officier des droits de l'homme des départements de Lomé et du Plateau pour le compte de la Commission béninoise des droits de l'homme. Avant de continuer, je voudrais rappeler que ce podcast est une initiative de l'ONG Espoir de la Famille avec le concours financier de Urgent Fund Africa. Alors, de quoi il s'agit? Nous allons aborder des questions relatives à l'environnement juridique en matière des droits à la santé sexuelle et reproductive au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un moment, ça circule ça et là, tant sur les médias sociaux que dans nos communautés, que l'État béninois a pris une loi qui apparemment est incomprise de beaucoup, que l'État a pris une loi juste pour encourager la dépravation des mœurs, notamment autoriser simplement l'avortement. Alors, Madame Set, veuillez nous dire quel est le contexte dans lequel s'inscrit cette loi prise par l'État béninois. Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, l'environnement juridique en faveur du droit à la santé sexuelle et de la reproduction au profit de la femme au Bénin s'est amélioré par certaines dispositions en la matière. Et pourquoi cette amélioration? Nous devons savoir que une bonne santé sexuelle et reproductive est un état de bien-être total sur le plan physique, mental et social, relativement à tous les aspects du système reproductif. Dans cet état, les personnes sont en mesure de profiter d'une vie sexuelle satisfaisante et sûre et ont la capacité de procréer et de décider si elles désirent ou non, ainsi que quand et comment avoir des enfants. Or, nous avons constaté que ces dernières années, bien que notre État soit allé à des conventions et qu'il ait signé et qu'il ait même pris des lois en faveur de la femme, il a été constaté que cet environnement juridique ne s'est pas du tout amélioré. Ça n'a pu être amélioré que dans les textes, mais en pratique, on note, surtout à partir de 2016 à 2020, on note qu'en milieu scolaire, c'est toute une dépravation et il y a assez de cas de grossesse non désirée. Grossesse non désirée, puisque les gens, ne sachant comment s'y prendre, n'étant pas informés de comment s'y prendre, les enfants vont au sexe et n'ayant aucune information des parents, ne sachent comment le faire. Et par la suite, la plupart d'elles viennent avec des grossesses qui parfois, ne sachant quoi dire aux parents, se confient à leurs collègues qui les entraînent parfois vers des avortements clandestins. Puisque notre loi, il est vrai, nous avions depuis 2003 pris une loi portant
à savoir la loi 2003-04 relative à la santé sexuelle et de la reproduction, qui en son article 17 a prévu les conditions dans lesquelles l'avortement est autorisé. Et quelles sont ces conditions? L'avortement au Bénin, jusqu'en 2020, était autorisé dans 3 cas, à savoir lorsque la vie de la femme porteuse du fœtus est dans un état critique, lorsque cette grossesse vient d'un viol ou d'un cas d'inceste, ou enfin lorsque l'enfant à naître est au diagnostic, il a été constaté que cet enfant ne pourrait naître vivant et viable. Ce n'est que dans ces conditions que l'avortement a été autorisé. Mais bien que cette loi ait mentionné ça, ce n'était pas évident qu'on aille à l'avortement, puisque l'article 17 prévoit également que décret sera pris pour nous dire les conditions dans lesquelles l'avortement qui est prévu, ces cas d'avortement prévus seront quand même réalisés. Or, de 2003 jusqu'en 2020, aucun décret n'était pris pour dire les conditions dans lesquelles ces cas d'avortement pourraient être faits. Qui sont les personnes censées faire ces cas d'avortement? Donc, on était encore dans un vide juridique. Et face à ces conditions, il était donc difficile de pratiquer l'avortement et à qui il faudrait le faire. Donc, durant ce cas, nous constatons également, pourquoi encore ce dernier cas, quel a été le constat? Nous avons constaté que les femmes, quand nous parlons du taux de mortalité maternelle, il a été prévu avec les ODD. Notre État étant membre du partenariat de Ouagadougou, il a été prévu que d'ici en 2030, nous serons à 70 cas de naissance, cas de mortalité maternelle pour 100 000 naissances. Or, nous sommes aujourd'hui en 2023 et nous constatons que nous sommes encore à près de 390 cas de mortalité maternelle pour 100 000 naissances. Alors que dans certains pays, les gens sont à peine à 5 pour 100 000 naissances. Donc, chaque année, en voulant donner la vie, il y a au moins 1500 personnes qui meurent en voulant donner la vie. Les gens peuvent se dire, 1500, ce n'est pas important, mais c'est très important. Et sur ces 1500, nous constatons qu'il y a au moins plus de 1/5 de cas de filles qui sont encore des adolescentes qui meurent en couche. Est-ce que nous allons toujours continuer dans ça, alors que notre État a quand même signé? Il est allé signer au niveau. Il y a le partenariat de Ouagadougou qui est là. Nous avons les ODD. Nous avons également le protocole de Maputo que nous avons eu à signer et même ratifié depuis 2014. Nous ne pouvons quand même pas nous taire. Et c'est face à cette situation que l'État s'est dit non, trop c'est trop. Il faut qu'on revoie un peu nos textes de loi. Et c'est ainsi qu'en octobre 2020, nous avons constaté qu'en octobre 2021, il y a eu quand même des lois qui ont été prises. Et parmi ces lois qui ont été prises, nous avons la loi 2021-12 du 20 décembre 2021, modifiant et complétant la loi 2003-04 du 3 mars 2003. La loi qui a été prise en 2021 n'est que un complément d'une ancienne loi qui existait toujours. Donc, ce que la plupart de nos populations n'ont pas compris. Et on pensait que le Bénin a pris une loi qui parle de l'avortement, une loi que le Bénin a voté une loi sur l'avortement. Il faut qu'on sache que le Bénin n'a jamais voté une loi sur l'avortement. Le Bénin n'a seulement pris qu'une loi complétant une loi qui existait depuis 2003. Merci, Madame Setch. Est-ce à dire que la jeune fille ou la femme en général n'est pas simplement libre de se lever, de décider de vouloir avorter une grossesse? Il faut que
cela respecte un certain nombre de critères avant que l'avortement ne soit autorisé à cette femme-là, ou bien avant que cette loi-là ne puisse protéger la femme qui décide d'avorter. Si j'ai bien compris, est-ce que c'est ce que vous voulez nous faire comprendre? Justement, vous devez comprendre que même si cette loi est venue compléter celle qui existait, elle est quand même encadrée. Parce qu'on constate aujourd'hui que les conditions sont plus étendues que ce qu'on avait en 2003. Mais ça, c'est vraiment encadré. Parce qu'aujourd'hui, en plus des 3 conditions qui existaient, que j'ai eu à citer tout à l'heure, quand la vie de la femme qui doit mettre au monde, quand sa vie est en danger, quand l'enfant à naître également au diagnostic, on a constaté que l'enfant ne serait pas né vivant et viable, ou soit quand c'est dû à un cas d'inceste ou de viol. En plus de ces 3 conditions qui existaient, la loi maintenant, la loi complétive, en a ajouté d'autres conditions. Et quelles sont ces conditions? La loi dit maintenant, il faut se référer également aux des cas de détresse. Et quels sont ces cas de détresse? On a parlé des cas de détresse matérielle, des cas de détresse éducationnelle, des cas de détresse matérielle et des cas de détresse professionnelle. Parce qu'il ne sert à rien de dire, bon, et quand nous parlons de ces cas de détresse, ça a été également encadré. On peut bien constater que la femme, effectivement, que les cas de détresse qu'elle a pu évoquer sont effectifs, mais il faut qu'elle respecte les conditions parce que ça ne pourra se faire que dans les 12 semaines d'aménorrhée. En dehors, au cas où ça dépasse 12 semaines d'aménorrhée, vous avez beau être dans un cas de détresse, on ne peut plus accepter qu'il y ait avortement. Merci, Madame Sech, si j'ai bien compris. Il y a un cadre juridique qui vraiment encadre cette loi qui est prise. Et parlons aujourd'hui d'état des lieux au Bénin. Qu'est-ce que nous pouvons vraiment retenir? C'est vrai, vous en avez parlé tantôt, mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez à nous compléter? Parlant d'état des lieux, qu'est-ce que nous pouvons retenir au Bénin en ce qui concerne le cadre juridique national? Parlant de l'état des lieux, notre État a pris bon nombre de lois. Déjà, je vous ai dit, nous pouvons même déjà partir de notre loi suprême, qui est la constitution de notre Bénin, qui prône également pour l'égalité de l'homme et de la femme. Donc, si nous prônons pour l'égalité de l'homme et de la femme, nous devons savoir également que tout ce qui est accepté pour l'homme doit pouvoir être également accepté pour la femme. Il faut forcément que la femme puisse avoir des informations fiables, tout comme l'homme. Et à part ça, nous avons également des lois. La loi 2003-04, dont je parlais tantôt, qui est relative à la santé sexuelle de la reproduction. Nous avons également la loi 2003-03, portant et répression des mutilations génitales féminines. Nous avons également, aujourd'hui, nous avons également notre loi, et la loi 2004-07 et du 24 août 2004. Nous avons la loi 2002 plutôt, la loi 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille. Nous avons également la loi et le code de l'enfant qui a été voté également le 8 décembre 2015. Nous avons également la loi 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. Et comme je le disais, en 2021, à part la loi 2011 qui a été votée, 2021-12, nous avons également la loi 2021-11 qui, là maintenant, qui porte répression
des personnes là qui quand même portant répression sur les personnes maintenant là quoi, qui agissent sur les sexes. Ça c'est par exemple tous ceux qui aujourd'hui maintenant par rapport au cas de viol qui existait, on voit qu'aujourd'hui la répression est plus lourde. Parce que là, parce qu'il y a aujourd'hui des mesures maintenant de prévention et de répression. Surtout, on réprime plus sévèrement les auteurs maintenant de viol, de violences faites sur la femme, ou bien même les gens qui donnent les enfants en mariage forcé. Parce que tout ça, là, quand nous parlons de grossesse précoce, de grossesse, c'est dû à tous ces cas. Parce que parfois, on amène des enfants de force au mariage. Aujourd'hui, pour aussi bien des parents ou bien même des apprenants qui le font, s'ils ne savent pas faire, ça dépend de l'âge. Ils sont même... Il y a aujourd'hui la criette même qui est là. Donc, nous devons beaucoup faire attention. Et en dehors de tous ces cas, nous avons également la loi. Il est vrai, il y a la loi 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Et c'est déjà, disons que c'est cette loi qui a également été complétée avec la loi 2021-11. Parce que tout ce qui était prévu en temps, aussi bien par rapport au MJF, au viol, aux violences sexuelles maintenant, on constate que la peine aujourd'hui est encore aggravée. Tout cela pour promouvoir les droits de la femme. Donc, aussi bien même l'autre loi, la loi de 2004 relative au code des personnes et de la famille, aujourd'hui également, a connu également une modification sur certains points par rapport à la loi, et c'est la loi 2021-13 qui en parle. Donc cette loi porte modification et complète, et donc modifie et complète le code des personnes et de la famille, puisque nous savons que en son temps, il y avait des enfants qui étaient nés hors mariage, ou bien des enfants par exemple de mères célibataires dont les enfants ne pouvaient même pas porter le nom de leur papa, parce que parfois le papa ne veut même pas reconnaître cet enfant. Or, qu'est-ce que dit notre code? Il faut forcément que quand l'enfant est né hors mariage, il faut que le géniteur puisse aller à la mairie, reconnaître. Il y a quand même une fiche pour attester que oui, de reconnaissance d'enfant. Sans cette fiche de reconnaissance, on ne saurait donner le nom du géniteur à l'enfant. Aujourd'hui, qu'est-ce que la loi? Cette loi dit, la loi 2021-13, cette loi dit que même au cas où ce papa ne se porterait pas garant pour reconnaître cet enfant, l'enfant peut quand même dire le nom de sa maman. Et même si l'enfant est même né dans le mariage, il est prévu aujourd'hui que l'enfant même qui est né dans le mariage peut porter le nom de ses pères et mères, donc le nom des deux. Peut-être le nom, ça dépend, s'ils se sont entendus, il se peut que ça soit le nom de la mère qui soit en première position, suivi du nom de papa. Mais si les deux se sont entendus pour que ça soit seulement le nom du papa qui soit mis sur son acte de naissance, il n'y a pas de problème. Mais tout ça là, il faut qu'ils s'entendent. Mais au cas où les deux n'auraient rien dit et que l'enfant est né dans le mariage, l'enfant portera le nom du père. Donc voilà un peu, puisque c'est pour éviter tout ce que nous endurons. Vous savez, nous avons plein d'enfants qui aujourd'hui sont nés. Et ça, on ne peut, il n'y a jamais eu une seule personne, à moins de la Vierge Marie. Et nous savons que l'enfant vient forcément de deux personnes, d'un homme et d'une femme. Et quand l'homme ne reconnaît pas, que faut-il faire? Donc aujourd'hui, ce problème a été quand même, a pu trouver une solution. Ce problème a pu trouver une solution. Et nos enfants maintenant
tous les enfants qui naissent peuvent quand même désormais avoir un nom de famille dès la naissance. À moins que les parents ne le fassent pas par négligence. Et s'ils ne le font pas par négligence, ils encourent également des sanctions. Alors, face à un tel état des lieux, est-ce que aujourd'hui il y a des défis à relever? La loi est votée, la loi est mise en application. Mais est-ce qu'il y a des défis? S'il y a des défis, alors est-ce qu'il y a également des perspectives? Oui, il y a des défis. Parce que le tout ne suffit pas de dire nous avons voté une loi. La preuve, jusqu'à présent, les gens n'ont toujours pas compris que c'est une loi qui est seulement venue compléter une ancienne loi. Les gens sont toujours en train de dire le Bénin a voté une loi maintenant sur l'avortement pour envoyer, donc on veut envoyer tous nos enfants vers la débauche, c'est la dépravation des mœurs. Donc par rapport à ça, le défi, c'est qu'il faut que nous puissions nous approprier vraiment de ces textes. Et si on se les approprie, il va falloir également informer la population, informer même nos proches. Il faut déjà commencer par nos proches, informer nos proches, informer la population, les sensibiliser pour qu'ils comprennent que c'est pour le bien de la nation. Parce que le Bénin, on doit vous dire que c'est une population de jeunes. Plus de 43% de notre population est composée de jeunes qui seront quand même les adultes de demain. Et si on n'arrive pas, si on ne prend pas ces lois, vous-même vous voyez ce que ça pourrait devenir. Si ceux-là maintenant, parce que nous avons besoin de ces bras valides, nous avons besoin aussi bien des hommes que des femmes. Et si ces enfants, on les laisse dans ces sujets et on n'arrive pas à leur expliquer un peu, nous risquons de voir notre nation aller vers vraiment la débauche. Et par rapport à ça, il faut leur expliquer ça. Ce défi-là donc. Et il faut également que nous, les parents, sachent que désormais, quand nous parlons de la sexualité, ils ne doivent plus en faire un sujet tabou. Il faut qu'ils en discutent avec leurs enfants. C'est très très important. Il faut que les parents discutent de la sexualité avec les enfants. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Ne pas en parler avec eux. Ils vont chercher les informations ailleurs. Et souvent, est-ce souvent les bonnes informations? C'est souvent pas les bonnes informations. Parce qu'ils vont chercher ces informations auprès de leurs amis. À la télé, ils ne comprennent rien. Pourquoi telle personne est en train de faire ci, pourquoi telle personne est en train... Et ils veulent imiter tout ce qu'ils voient. Et ce qui ne nous amène pas à bon port. Donc, il ne sert à rien de faire du sexe un sujet tabou. Il faut discuter avec les enfants. Il faut être ouvert. Et vous-même, les parents même verront que en étant ouverts avec ces enfants, en étant vraiment ouverts, ces enfants même facilement pourront venir se confier à eux. Et ils pourront discuter librement. Et quels sont les défis également? Il faut également mettre à la disposition, il faut que l'État arrive vraiment à subventionner. Et il faut qu'il y ait la gratuité, quoi, de la planification familiale. Et quand on parle de la planification familiale, il ne faut pas que les gens pensent seulement que, bon, c'est pour aller au sexe. Non, quand on parle de la planification, c'est qu'il y a dedans les informations, les conseils à donner également aux adolescents. Il faut qu'on laisse les enfants aller vers ces centres pour s'informer. Il faut qu'ils aillent vers ces centres pour s'informer. L'expérience même a démontré que les pays dans les coquets où il y a ces informations là même, où même, comme on le dit, l'avortement même est autorisé, où il y a moins de cas d'avortement. Parce que quand vous allez vers ces chances, l'avortement, ce n'est pas une méthode de planification familiale. Déjà, quand vous venez pour des choses, même si on vous le fait, si c'est fait une première fois, on vous explique, on vous met en garde. Il faut savoir que, bon, il faut aller vers le plan familial. Et il y a également la pilule du lendemain. On leur explique tout ça là.
Parce que par rapport à la pilule du lendemain, on leur explique, quand vous savez que vous avez eu des relations et que vous êtes à un moment un peu il vaut mieux rapidement aller prendre une pilule du lendemain dans les 72 heures. Et il faut mettre à la disposition de tout le monde ces pilules. On verra que même l'avortement dont les gens sont en train de parler, il y en aura moins dans notre pays. Merci beaucoup, Madame Sèche. Nous sommes en train d'atterrir. Mais bien avant de clôturer ce podcast, je voudrais vous demander, vous avez déjà assez dit, est-ce que vous avez un conseil particulier à l'endroit de toutes les femmes, de toutes les jeunes filles, ou un appel à lancer? L'appel à lancer. Nous exhortons encore nos populations à aller vers le planning familial. S'ils savent qu'ils ne peuvent pas quand même s'abstenir, parce que la meilleure solution c'est s'abstenir, surtout à nos jeunes. C'est comme on dit, on ne court pas 2 lièvres à la fois. Si vous savez que vous êtes élève ou vous êtes en apprentissage, il ne sert à rien de courir. Surtout que on a bien dit, notre code dit très bien que il faut que, avant que tu ne puisses, il faut d'abord être majeur. Avant de vous dire que je veux concevoir, je veux faire ci. L'âge au mariage au Bénin, c'est au moins 18 ans. Et quand nous disons 18 ans, donc, quand vous n'avez pas 18 ans, il faut mieux ne pas aller vers le sexe. Mais si vous pensez que vous ne pouvez quand même pas vous abstenir, il vaut mieux aller vers un centre de planning familial. Et ceux-là pourront vous aider à faire le bon choix. Parce que faut pas, parfois, il y a certains également qui pensent que bon, parce que j'ai des amis qui ont opté pour tel choix, moi, mais je peux déjà, non. Ça dépend de l'organisme de tout un chacun. Il faut mieux se rapprocher des personnes compétentes. Sinon, pour éviter ces grossesses non désirées. Aujourd'hui, c'est pour éviter ces grossesses non désirées que notre État a quand même pris ces différentes lois. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il veut qu'il y ait, même si on doit aller vers l'avortement, il faut que ça soit un avortement sécurisé. Et quand nous parlons d'avortement sécurisé, nous devons comprendre qu'il faut que ça soit conforme à ce que prévoit la loi. Et il faut quand même qu'il y ait le personnel compétent. Et à part ça, il faut, en troisième position, qu'il y ait un plateau technique adéquat. Tant que nous n'avons pas ces 3 conditions, il n'y a pas encore d'avortement sécurisé. Même si c'est un gynécologue qui le fait et qu'il n'y a pas le plateau technique qu'il faut et que ce que prévoit la loi n'est pas respecté, ce n'est pas encore un avortement sécurisé. Il faut qu'on le sache. Et chez les autres, mes frères et sœurs, nos enfants, à vraiment comprendre tout ça là, à s'approprier de cette loi et à tout faire pour peut-être, si possible, s'abstenir, sinon aller vers le planning familial. Avant de clôturer, est-ce que vous avez un mot de fin? C'est un grand plaisir pour moi. Je me vois vraiment honorée d'être avec vous sur ce plateau. Je tiens à vous dire un grand merci, puisque hier c'était la journée quand même internationale de la jeune fille. Je pense peut-être que ces filles-là seront à l'écoute pour au moins comprendre ce que nous venons de dire. Nous les exhortons à vraiment prendre au sérieux leur travail. Et sinon, puisque c'est la jeune fille, elles ont tout le temps pour aller vers le sexe. Donc, et nous demandons également à l'État, tel que l'État même l'a dit, où on a parlé de la gratuité, que cette gratuité soit effective, que toutes nos jeunes filles, toutes nos mamans
toutes nos sœurs qui ont envie d'aller vers le planning familial parce qu'il y a certaines personnes qui ont bien envie de le faire, mais compte tenu de la distance et compte maintenant du manque de produits, sont obligés de s'y abstenir. Donc il faut que l'État également y pense. Nous savons que les partenaires techniques et financiers essaient, mais nous leur demandons également encore d'être aux côtés de l'État et que la subvention puisse encore, et qu'ils revoient encore cette subvention à l'endroit surtout de nos adolescentes. Environnement juridique en matière des droits sexuels et santé reproductive au Bénin. C'était un plaisir d'être sur ce podcast avec Madame Padé Setch. Je voudrais pour finir rappeler que vous êtes juriste expert en droit de la personne et de la démocratie. Vous êtes spécialiste sur les questions relatives aux droits sexuels et santé reproductive et ex-officier des droits de l'homme des départements de Lomé et du Plateau pour le compte de la Commission béninoise des droits de l'homme. C'est un plaisir pour moi de vous avoir reçu sur ce podcast. Nous voici à la fin. Merci et bye bye.